Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes entré dans la danse avant d'avancer à grands pas dans le monde de la comédie et de la chanson. Vous avez dansé avec les stars avant d'en devenir une en puissance. Bonjour Anthony Colette. Bonjour, je suis ravi d'être là. Eh ben moi aussi, parce qu'on a plein de choses à se dire sur votre parcours qui est quand même étonnant et rapide. Et bon, il y a Danse avec les stars, il y a les séries télé, il y a l'album dont on va parler, votre premier album. Ça. Et puis, il y a des dates. Et le principe des clés d'une vie, Très bien. c'est de vous raconter à travers des dates. Alors la première que j'ai trouvée, c'est le 23 avril 2016. C'est un championnat de France à Muret, dans le Gard. Ça vous dit quelque chose ? 23 avril 2000, c'est 2016 ouais, 2016, en Haute-Garonne. Ouais. Muret, qui est une ville dont le maire a été pendant 25 ans Vincent Auriol, futur président de la République, premier président de la 4e République. Et je crois que ce jour-là, vous remportez le prix Espoir d'un championnat de France de la danse. Ouais, alors exactement, ce qui s'est passé, c'est ça. En fait, ça faisait 2016, ça faisait pas très longtemps que j'avais commencé la danse, mais j'ai eu la chance, entre guillemets, j'aime pas dire la chance parce que j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là, mais j'ai fait ce qu'il fallait pour arriver. C'était le championnat Espoir. Espoir, c'est moins de 21 ans en danse sportive, danse latine. Et je n'ai pas remporté le prix, mais mon objectif cette année-là, c'était de faire le podium. Et j'ai réussi à faire le podium. Et pour moi, c'est comme si j'avais remporté le prix, quoi. Vous étiez médaille de bronze, quoi, je crois. C'est ça, ouais. Alors, la danse sportive, on ne sait pas toujours ce que c'est. Ouais. Ça englobe les styles latins, les styles américains. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la danse sportive, ça comporte 10 danses en tout. 5 danses latines, 5 danses qu'on appelle standards. Les danses latines, samba, cha-cha, rumba, paso doble et le jive, qui est un dérivé du rock'n'roll, on va dire ça. Et après, les danses standards qui sont le tango, pas le tango argentin, le tango, le foxtrot, le quick step, la valse lente et la valse viennoise. Voilà. Et c'est différencié comme ça et on appelle ça la danse sportive parce que c'est vraiment une compétition de danse. Oui, c'est un véritable sport Ah en ouais, même temps. complètement. Alors ça, c'est assez nouveau parce que moi, je me souviens à la fin des années 80 des reportages que je faisais qui n'intéressaient absolument personne sur les groupes, sur les danses de rock. C'est-à-dire qu'il y avait tous les mardis des troupes qui, pour le plaisir, dansaient le rock, faisaient des compétitions. À l'époque, c'était pas du tout à la mode. Je pense, ouais. C'est un phénomène nouveau. En fait, moi, quand j'ai démarré, j'avais démarré par un peu du rock'n'roll et j'ai appris à ce moment-là, j'en ai pas fait, qu'il y avait des compétitions qui se faisaient dans toute la France de rock'n'roll ou de rock acrobatique. C'est ça. Voilà, le rock acrobatique qui a après percé. Maintenant, c'est beaucoup plus populaire, mais peut-être qu'à cette époque-là, ça l'était beaucoup moins. Dans les années 80, vous me dites ? Oui, c'était dans des petites salles minuscules avec 30 spectateurs. Ah non, là, non, c'est pas le cas. Là, c'est des énormes gymnases remplis de monde maintenant. Voilà. Alors, cette soirée, justement, ce championnat de France, vous en gardez un souvenir, Anthony Colette ? Ah oui, moi, toutes mes compétitions, j'en garde un énorme souvenir parce que, en fait, chaque compétition, pour moi, c'était une avancée vers quelque chose d'autre. Je me disais, ok, ça c'est fait. Maintenant, il faut que j'aille à cette compétition et que je sois encore meilleur, et etc., etc. Donc, effectivement, cette compétition-là, surtout ce championnat de France, mon rêve, c'était d'atteindre la finale, d'être parmi les 6 meilleurs espoirs français, alors que ça faisait pas très longtemps que je démarrais, et j'ai carrément fini sur le podium, donc j'étais comme un ouf, quoi. C'était génial. Oui, mais on a le track, on est concentré. Comment ça se passe ? On a le track. Moi, j'ai le track le matin, quand je me réveille, que je sais que c'est aujourd'hui que tout se passe. Et en fait, j'ai le track parce qu'en fait, au final, on danse pas très longtemps. On a une journée, mais on fait plusieurs tours. Le premier tour, c'est une arène de gladiateurs. Puis le deuxième tour, jusqu'à se terminer dans les 6 derniers, les finalistes. Mais pour arriver là, on s'entraîne toute l'année. Et en fait, on s'entraîne toute l'année pour 10 minutes de danse. Et ça peut être très frustrant de ne pas réussir ces 10 minutes-là, parce que tu t'entraînes toute l'année et tu as envie de faire quelque chose de bien au final. Et pour moi, d'avoir réussi ma danse ce jour-là, c'était génial. Mais c'est ce que disait Claude Darget, pionnier de la télévision. Ouais. La télévision ou le cinéma, c'est 8 heures d'attente pour 1 minute de génie. Mais c'est ça. C'est le même principe. Mais c'est ça. Comme Danse avec les stars, c'est pareil. Voilà. Et vous vous souvenez de la danse que vous avez fait ce soir-là pour obtenir cette médaille de bronze ? Je me rappelle. Je me rappelle exactement. C'était on était en finale et on faisait un passage solo. Il y a un passage solo. Normalement, on danse ensemble, mais là, il y avait un passage solo de présentation et on avait dansé. C'était une samba. Une samba et c'était exceptionnel de danser seul devant tout le monde, tous les autres compétiteurs, tous les spectateurs et te dire tu fais partie des 6 meilleurs Français à ce moment-là, c'est waouh. Alors, ouf. Ensuite, Anthony Colette, il y a eu d'autres finales. Il y a eu les Coupes de France adultes du championnat de France de danse latine américaine. Ouais. Ah ouais. Ça aussi, c'était... Mais c'était ma dernière compétition, en vérité. En 2017, c'est ça ? C'est ça. 2017, c'était ma dernière compétition et à ce moment-là, je m'en souviens exactement. Déjà, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Déjà, on m'avait appelé pour Danser avec les stars. Je ne savais pas encore si j'allais le faire, mais je savais que ça allait être ma dernière compétition. Et surtout, comme je vous le dis, je m'entraînais toute l'année pour cette compétition-là. Et arrivé à la demi-finale, je me blesse. Mais personne ne le sait ça, mais je me blesse
je me suis éclaté la cheville. Comme ça. Ah ouais, sur un jive, donc la dernière danse, je me fais extrêmement mal. Je dois encore avoir la vidéo chez moi. Je sors et le médecin me dit, là, il faut arrêter. Il me dit, si vous arrêtez pas, vous risquez de vous faire une énorme connerie à votre cheville et après, c'est foutu. Et là, j'appelle mon père, je fais quoi? J'arrête la compétition, je peux pas. Du coup, il me fait non, si tu veux pas arrêter, t'arrêtes pas. Il m'a bandé, il m'a strappé le pied comme. Je pense que même un médecin n'arrive pas à le strapper comme ça. Je suis retourné sur la piste, je suis qualifié pour la finale et j'ai réussi à faire la place que je voulais. Donc, souvenir exceptionnel. Mais votre père était d'accord pour vous fassiez ça? Ouais, il m'a dit, parce que mon père, il est comme moi, c'est-à-dire que même. Quitte à se faire mal, après évidemment je suis pas fou, je le sentais que je pouvais, hein, sinon je l'aurais pas fait. Mais le médecin me disait de pas le faire, mais moi je sentais que je pouvais le faire. Mon père me dit, tu le sens, t'es sûr? Je dis oui. Bon, mais si t'es sûr, je te fais confiance. Il m'a strappé correctement et je suis allé faire ma finale. Voilà. Vos parents ont toujours cru en vous. Toujours. Vous ont laissé faire ce métier. Toujours. Il y a eu un petit moment, une petite période où ça a été pas compliqué, mais ils se posaient des questions parce que dans ma famille c'était rugby, foot, boxe. Voilà, c'était ça. Et moi aussi, hein, j'étais là-dedans, j'adorais ça. Sauf que quand je leur ai dit que je voulais devenir danseur professionnel, personne ne faisait de la danse dans ma famille. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et jusqu'au jour, on en a discuté. Et quand ils ont vu que c'était vraiment ce que je voulais faire, ils m'ont dit, on te suit. Voilà. Le déclic, je crois que ça a été Danse avec les stars, justement, à la télévision. Ah oui, pour faire de la danse, oui. Ça a été ça. Ah oui, complètement. Vous avez vu la première saison ou la deuxième saison? Premier prime de la première saison, je m'en rappelle, c'était Jean-Marie Bigard et Fauve Auto qui démarraient dans mes souvenirs. Enfin, c'est le souvenir que j'ai. Et je vois ça à la télé. Je sortais d'un match de foot, je ne dansais pas du tout. Je dis, mais c'est fabuleux ce qu'ils sont en train de faire ces gens sur ce parquet. En fait, je trouvais ça tellement classe, tellement chic d'être un danseur qui arrive à faire danser une femme comme ça, qui ne sait pas danser à la base, et inversement. Je trouvais ça magique et je me suis dit, ça doit être génial de vivre ce genre de choses. Et là, ça a commencé à me trotter dans la tête. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré dans ma classe une fille qui faisait du rock'n'roll, et elle me dit, viens un jour voir un peu ce que c'est. Et j'y suis allé, et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai continué. Après, c'est la vie. Alors, il faut savoir que la danse sportive progresse tellement qu'on s'interroge aujourd'hui sur la danse sportive aux Jeux Olympiques. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un comité olympique qui l'a reconnu en tant que sport. La fédération sportive existe. Il n'y aura pas de danse sportive aux Jeux Olympiques de 2024, mais on s'interroge sur 2028. Ce qu'il y a, c'est que moi, déjà à l'époque, quand j'étais encore en compétition, on nous en parlait. On nous disait, c'est en train de venir aux oreilles des Jeux Olympiques, etc. Et moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est peut-être, j'allais dire un regret, non, parce que du coup, ça n'existe toujours pas. Mais moi, ça aurait été mon rêve de faire les Jeux Olympiques et représenter la France pour la danse sportive. Ça aurait été magique. Bon, c'est toujours pas le cas, mais je pense que ça viendra un jour. Et j'espère que ça viendra un jour parce qu'il faut que ce soit représenté, ce sport. Parce que c'est un vrai sport, mais c'est aussi un art. C'est un art et c'est complémentaire avec le sport, c'est-à-dire que ça englobe plein de choses et je trouve ça génial pour les gens, il faut qu'ils le découvrent. Voilà, alors la découverte de la danse, ça s'est passé dans une ville qui est évoquée par une chanson. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon. Alors, version sur le pont d'Avignon par Jean Sablon, avec Django Reinhardt qui l'accompagne et Stéphane Grappelli. Le pont d'Avignon, on ne sait pas. C'est une chanson qui remonterait au XVe siècle. On ne connaît pas l'auteur ni l'origine. Elle est devenue populaire en 1853 lorsque le compositeur Adolphe Adam la reprend dans un opéra comique, Le Sourd et l'Auberge pleine. Ah, ça, je savais pas. Voilà. Et au départ, c'était sous le pont d'Avignon parce qu'on ne dansait pas sur le pont, mais on dansait sur des berges. D'accord. Ah, ça, je savais pas. Non, je savais pas du tout. C'est incroyable. Je savais pas du tout. Voilà. On devrait le savoir même. C'est bizarre que je ne savais. Oui, parce que vous êtes né à Avignon. En tant que je suis né à Avignon. Après, j'ai fait mes études à l'extérieur et je suis revenu à Avignon pour le lycée, etc. Voilà. Vous avez grandi, je crois, à Roquemaure. Exactement. C'est près d'Avignon. C'est ça. C'est à côté. Voilà. Et il y a 2 lycées, je crois, que vous avez fait, qui étaient le lycée Pasteur et Saint-Joseph. C'est ça. J'ai commencé par le lycée Saint-Joseph en seconde, mais moi, ça m'allait pas trop parce que j'aimais pas trop Enfin, j'avais du mal à me faire des amis dans ce lycée. Et puis, je suis allé dans un autre lycée, le lycée Pasteur, et là, c'était formidable. Parce que les études vous intéressaient ? Alors, les études, à l'école, j'étais pas mauvais, hein, j'avais des bonnes notes. J'étais pas le meilleur, mais j'avais des bonnes notes. Je me souviens d'une image, ça me fait penser à un truc, je l'ai jamais raconté. Seconde, conseil de classe à la fin, conseil de classe, le dernier. Et en fait, nous, dans notre lycée, on avait un conseil de classe où l'élève venait au milieu de tous les professeurs et tous les professeurs disaient leur truc. Et moi, ils me disaient, tu peux passer en S l'année prochaine. Et là, moi, je leur dis, c'était prévu, hein, c'était ça, je devais passer en S. Je leur dis non. Ils me disent pourquoi? Je dis, je pense que c'est pas fait pour moi, S, je me sentirais pas. Ok, alors ES, non plus. Je pense que c'est... Mais ils m'ont regardé comme un extraterrestre. Ils m'ont dit, mais tu veux faire quoi? J'ai dit, c'est quoi le truc où ça prend le moins de temps
la matière ça prend moins de temps et où je peux me consacrer à d'autres choses. Ils m'ont dit STG à l'époque, ça s'appelait STG. J'ai dit je prends STG, je savais même pas ce que c'était. Je savais pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'était d'ailleurs? C'était sciences et technologies de la gestion, tout ce qui est comptabilité. Et là, j'étais vraiment nul. Je me suis retrouvé dans cette filière et finalement j'ai eu mon bac, tout s'est bien passé et j'ai commencé à danser. Mais vraiment, voilà, je me rappelle qu'à la base c'était prévu que j'aille en S, que je fasse des études et puis là je me suis rendu compte, bah non en fait, j'ai pas envie de faire ça. Voilà. Alors pour votre culture personnelle, Anthony Colette, Dites-moi. il faut savoir que les deux lycées, Pasteur et Saint-Joseph, ont eu l'an dernier 100% de réussite au bac. Ça m'étonne pas. Ça Pourquoi m'étonne pas. Parce que l'entrée à Saint-Joseph, quand j'y suis allé le premier jour, on fait une genre de grosse réunion avec tous les élèves et le directeur nous dit vous êtes dans l'élite ici, c'est 100% de réussite ou rien. C'était ça. La phrase d'entrée, c'était ça. Et moi, je me suis dit, ouf, ok, où est-ce que j'ai atterri? Parce que c'est pas du tout le genre d'ambiance qui me plaît. Et puis finalement, ça s'est quand même bien passé. C'est un super lycée, mais moi, je me sentais pas forcément à l'aise là-bas. Vous vous êtes senti beaucoup plus à l'aise ailleurs. Voilà. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 14 octobre 2017. A tout de suite sur Sud Radio avec Anthony Colette. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Anthony Colette. Nous parlerons tout à l'heure de votre album, de vos activités d'acteur. Mais là, on revient à une date importante, 14 octobre 2017. Ouais. Bien entendu, c'est lié à ce générique. Yepa, yepa. Danse avec les stars. Oui, après l'avoir regardé à la télévision, je m'y retrouve. Comment ça s'est fait? C'est quand même incroyable hein, quand j'y repense. Comment ça s'est fait? Eh bien, ça a démarré quand j'avais... Alors, j'ai démarré la danse, vraiment danse sportive, vers l'âge de 18 ans. À 20 ans, donc j'étais en plein dedans, Julien Chapreau, qui s'occupait des castings de Danse avec les stars, me contacte via Facebook et me dit, on aimerait te caster pour le prochain Danse avec les stars pour un nouveau danseur. Moi, je gagnais pas bien ma vie à cette époque-là, mes parents m'aidaient énormément. Et j'ai refusé. Mes parents m'ont tué. Ils m'ont dit, mais pourquoi t'as refusé? Parce que je leur ai dit tout simplement, je me trouve pas encore assez bon pour le faire. Je pense que je peux faire mieux. Mais ça va pas, c'est une chance incroyable. Ouais, mais je pense que c'est pas le bon moment. Et même le mec, Julien Chapreau, qui est devenu un ami, me dit, on te rappellera sûrement pas, parce qu'il y en a plein d'autres, des bons danseurs. Ok, je prends le risque. 2 ans plus tard, à 22 ans, il me rappelle à ce moment-là, et je comptais arrêter la danse parce que j'avais beaucoup de mal à en vivre, et puis j'avais plein de problèmes personnels et tout ça. Et je me suis dit, ok, je vais le tenter ce casting. Et hop, je me suis retrouvé dans Danse avec les stars. Directement? Pas directement, j'ai fait le casting, je suis monté à Paris. Je ne l'ai pas dit à mes parents que je le faisais, parce qu'à chaque fois que je leur disais quelque chose qui pouvait m'arriver d'exceptionnel, ça ne se passait pas, ils étaient déçus. Je leur ai dit, je ne vais pas leur dire pour leur faire de faux espoirs. J'ai appelé mon petit frère à 17 ans parce que j'étais en manque d'argent. Je lui ai dit, il faut que tu me payes un aller-retour à Paris en train. Il m'a payé un aller-retour, il avait 17 ans, j'avais pas d'argent. Je demande à mon petit frère de me payer l'aller-retour. Je vais à Paris, je fais le casting, je rentre. Et je dirais 4 mois après, il me rappelle et il me dit c'est bon, t'es sélectionné, c'est toi qui vas rentrer dans la prochaine saison Danse avec les stars. Et là j'ai pleuré. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai pleuré. Et vous l'avez dit à vos parents. Ah ouais, et ils ont pleuré avec moi. Alors il faut savoir qu'avant Danse avec les stars, avant la danse, il y avait la boxe et le football. Ouais. Ça aussi, ça vous a passionné dès le départ. Ah ouais. En fait c'est ça. Moi je pense que c'est ma vie en général qui est comme ça. Comme avec la musique, on en parlera sûrement après. Oui. C'est des moments dans la vie en fait. À un moment donné, je me recentre. Je suis tout seul et je me dis qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me motive dans la vie? Pas les études, pas ça, pas ça. Là, c'était la danse. Donc, je voulais faire de la danse. Donc, je me suis mis à la danse et je me suis dit, je vais faire quelque chose avec ça. Je voulais pas faire Danse avec les stars. Hein. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je voulais devenir danseur et vivre de quelque chose qui me plaît. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, Danse avec les stars est arrivé par la suite. Mais le football, en plus... oui, pardon. Le football et la boxe, c'est venu avant. Ouais, et le football et la boxe, tout simplement, ma famille était déjà là-dedans. Donc, du coup, je les voir faire, j'ai voulu faire la même chose. Et ça me passionnait, attention. Le foot, un peu moins. J'aimais bien jouer, mais je préférais les sports de combat. Krav Maga aussi. Je ne sais pas si vous le saviez, Krav Maga, c'est un sport de combat israélien. Ouais. Et j'adorais ça, quoi. Ça consiste en quoi? C'est des techniques, c'est un peu comme, j'aime pas dire ça parce que c'est grossier, mais c'est comme du self-défense, version un peu militaire, où ça, voilà, c'est vraiment des techniques de défense, techniques de combat. Et j'avais adoré, je sais que je m'entraînais avec mon papa, avec des légionnaires, je m'entraînais après à la boxe et tout, et c'était trop bien, quoi. C'était une période de ma vie. Et après, j'ai tout arrêté pour la danse parce que c'est là où je voulais aller, mais je pense que j'en referai.
Ouais. Je pense que je referai. Le football, vous l'avez échappé belle parce que l'équipe d'Avignon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire qu'elle a fini très mal. C'est-à-dire qu'elle est passée en division 1 en 75. Et l'année suivante, elle est 20e et dernière avec pratiquement pas de points. Et après, il y a un quart de finale de la Coupe de France en 90 et après une descente aux enfers. Ah d'accord, je ne savais même pas. Voilà, donc le club a changé de nom, de faillite, etc. Bref. Alors, la danse sportive, ça a commencé grâce à un certain Marc Barbieri à Aubagne. C'est ça. Comment c'est venu ça? Alors, comment c'est venu? Moi, je prenais des cours avec. J'avais commencé mes cours de rock à Avignon, à côté d'Avignon, mais pour le loisir. Puis, quand j'ai voulu me consacrer vraiment à la danse, je me suis dit, il faut que je trouve une école de danse qui veuille m'accepter. Et j'appelais des écoles de danse, mais on me disait, t'as quel âge? J'ai 18 ans, je vais avoir 18 ans et j'aimerais devenir comme tous ces gens-là qui dansent super bien. Mais vous savez, vous êtes un peu vieux pour espérer atteindre ce niveau-là. Et du coup, on me disait non, à plein d'écoles différentes. Et je me renseigne sur Marc Barbieri, que j'avais entendu parler. Sauf que lui, c'était le top, quoi. Marc Barbieri, c'était le top. Je me suis dit, si tous ces autres danseurs, ces écoles me refusent, pourquoi lui m'accepterait? Et j'appelle avec ma maman, parce que j'avais peur d'appeler tout seul. On appelle et ils me disent, venez. Bon, déjà, on me dit de venir. Ouais. J'y vais. 2 heures de route, parce que c'était pas à côté de chez moi. C'était à Aubagne. Exactement. 2 heures de route. Ma mère, elle me dit, ce jour-là, je t'ai amené en me disant que tu voudrais pas y retourner parce que c'était long la route et que du coup, tu allais arrêter la danse, que tu allais dire c'est bon. Sauf que moi, j'aimais tellement ça. Quand je suis arrivé, ça s'est super bien passé au final. Il me regarde danser, il me dit, tu veux faire quoi? Je dis, j'aimerais danser comme... Je rentre dans la salle déjà, des tonnes de danseurs super forts. Ça m'a foutu un peu les chocottes, quoi. Et puis, je commence à danser et il me dit, mais tu sais que tu as du potentiel et tout. Je dis, ouais, mais bon, vous savez, on me dit que je suis trop vieux pour danser. Et là, il me dit un truc qui restait dans la tête. Moi, j'ai démarré la danse à 23 ans et j'ai fait finaliste du championnat d'Europe, championnat du monde. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais pourquoi moi, je pourrais pas danser alors? Et il m'a dit cette phrase qui restera tout le temps dans ma tête. Il m'a dit, si tu m'écoutes et tu fais tout ce que je te dis, que tu appliques tout ce que je te dis, dans 4 ans, ta vie, elle va changer. Mot pour mot. Et 4 ans plus tard, je faisais danser avec les stars. Il faut savoir que Marc Barbieri, qui vient de Marseille, il a été un des pionniers de la danse sportive. Il a fait 20 ans de compétition. C'est ça. C'est devenu une référence dans le monde de la danse sportive. Et il a fondé une école en 97. Et il s'est retiré de la compétition pour se consacrer à cette école. Je crois qu'il est juge aussi. Il est juge international. C'est le meilleur coach pour moi qui puisse exister en France. Et puis, il a formé d'autres danseurs qui sont dans Danser avec les stars. Tout le monde a déjà pris des cours avec lui, quoi. C'est vraiment une référence. Oui, ça veut dire aussi des heures, des jours et des semaines de souffrance, Anthony Colette. Ah oui, des années même de souffrance pour certains. Moi, j'ai eu de la chance, je suis allé assez vite. Parce que voilà, après, j'ai encore plein de choses à apprendre. Si j'avais continué la compétition, je n'étais pas champion du monde. Mais c'est vrai quand même, c'est de la souffrance, quoi. On appelle la salle de danse, on l'appelle la salle de torture. Pourquoi? Parce que tu souffres énormément. Tu souffres pour te faire plaisir après, en fait. Voilà. Mais en même temps, il y a des moments où on a envie d'arrêter, on craque. Ah oui, bien sûr. Mais ça m'arrivait 1 fois par semaine, ça. Quand tu es en train de t'entraîner, que tu essayes d'atteindre un niveau que tu as envie depuis longtemps, et que tu vois des mecs à côté de toi qui font ce que tu as envie de faire, mais d'une facilité déconcertante, et toi, tu es à côté, tu dis pourquoi lui fait ça facilement et pourquoi moi non? Et là, tu te dis, mais... j'y arriverai pas. Et puis, ça m'arrivait plein de fois dans ma tête de me dire ça. Et je pleurais des fois. J'ai pas honte de le dire parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et après, j'avais une petite voix qui me disait, t'inquiète, continue. Et mon prof, Marc Barbieri, il me disait, arrive avant les autres et pars avant les autres. Et c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Il me disait, plus tu t'entraînes, plus tu rattrapes tout le monde et plus tu vas les dépasser. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il faut en plus trouver une partenaire. J'ai reçu, voici quelques semaines, Chris Marquez, qui a eu bien des difficultés à trouver une partenaire dans sa vie. Il a fallu trouver quelqu'un, parce qu'il faut que ce soit la même taille, une complémentarité. Et Anaïs a été votre première partenaire. Elle venait de Cassis, je crois. Exactement, elle venait de là-bas. Et en fait, on a démarré en même temps. On a plus ou moins le même parcours. C'est-à-dire qu'elle, pareil, elle voulait danser, mais c'était pas une danseuse à la base. Et on s'est dit, on a envie de faire la même chose tous les deux. On a le même niveau tous les deux. On n'est pas bons tous les deux, mais on va essayer d'être bons ensemble. Et en fait, on est sortis ensemble pendant toutes ces années. Et c'était donc à l'époque ma copine dans la vie. Et puis on a dansé ensemble et on a fait tout ce qu'on a pu faire, quoi. Voilà. Et il y a aussi les danses de salon que vous avez pratiquées. Parce que les danses de salon, on en parle aussi beaucoup. En général, ça se fait dans les croisières avec des vieilles dames qui dansent le Madison. Ça aussi, ça fait partie de l'univers de la danse sportive. En fait, c'est-à-dire que la danse sportive, c'est vraiment... C'est comme ça. Alors, la danse sportive, c'est les danses de salon en compétition, on va dire, version sport. Vous voyez ce que je veux dire? Et les danses de salon, on va appeler ça plus de la danse de société pour les bals, les soirées, etc. Et moi, les danses de salon, je les pratiquais et je donnais des cours
dès que je pouvais pour gagner un peu d'argent. Et c'est vrai que c'était cool, c'était plaisant. J'aimais beaucoup danser ça. Voilà. Et les danses qu'on pratique à l'époque, c'est le Madison. Ouais. Madison a été créé en 63 par un garçon qui s'appelait Billy Bridge. C'était D'accord. entre le twist et le rock. Personne n'imaginait qu'un demi-siècle plus tard... C'est incroyable ça. Ça, c'est incroyable. Tout le monde danse le Madison. Ben, en fait, je pense que c'est tellement... Enfin, oui, c'est tellement simple à retenir comme pas. C'est toujours la même chose. C'est un truc qu'on peut danser ensemble sans se tenir. Et on peut danser en groupe. Et je pense que c'est tout simplement ça qui a fait le succès. C'est qu'on pouvait le retrouver dans n'importe quelle soirée et tout le monde se mettait à danser. Voilà. Et il y a eu avant Danse avec les stars, on l'oublie un petit peu, une autre aventure qui était Rising Star, je crois. Alors ça, je voulais le dire, parce qu'il y a plein de gens qui... Rising Star, c'était une compétition. Oui. En fait, parce qu'il y a plein de gens qui confondent avec une émission qui s'appelait Rising Star. Et beaucoup... Et oui, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. En fait, Rising Star, ça veut dire donc étoile montante, en gros. Et en fait, il y avait des compétitions qui s'appelaient Rising Star, où en gros, c'était les danseurs qui n'étaient peut-être pas encore au top niveau, mais qui étaient, on va dire, les espoirs pour atteindre ce niveau-là. Et moi, j'ai fait pas mal de Rising Star, et je sais plus si j'en ai gagné ou si j'ai fait le podium, je me rappelle même plus, j'en ai fait beaucoup. Mais ça, c'est des super souvenirs, parce qu'on danse avec que des danseurs étrangers, l'international. On se tombe contre des Italiens, on tombe contre des Anglais, contre des Russes. C'est génial, quoi. C'est génial. Mais en même temps, c'est un travail énorme. Ah oui. C'est de la folie. Ben, c'est de l'entraînement, c'est toujours ça de toute façon, c'est de l'entraînement. Et toujours en gardant le sourire. Et il faut, de toute façon, si tu fais la tête devant les juges, ils vont pas bien te noter. Exactement. Eh ben, Danse avec les stars, on va en reparler tout à l'heure, mais on va aussi reparler d'une autre aventure qui a démarré le 8 avril 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Anthony Colette. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Anthony Colette. Alors, on a parlé de vos débuts dans Danse avec les stars, ça c'est le côté danseur. Et puis le 8 avril 2021 sur TF1, début de la saison 8 de ce feuilleton. 3000 enquêtes par an touchent des enfants en danger. Chaque année. Léo Mattei, brigade des ça, mineurs. ouais. Et là, encore un nouveau métier. Et ouais, c'est vrai, en fait, on va dire que tout ça, c'est grâce à la danse de toute façon. Tout ça, c'est grâce à la danse parce que c'est ce qui m'a permis ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de rencontrer des gens et de faire d'autres choses que j'avais envie de faire. Et comme je le disais tout à l'heure, à partir d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Et là, j'avais cette opportunité-là et ça faisait longtemps que j'en rêvais. Et Jean-Luc Reichmann me laisse l'opportunité de pouvoir tourner avec lui dans la nouvelle saison de Léo Mattei. Et comment c'est venu? Comment c'est venu? On m'a appelé, un agent qui m'a vu sur Danse avec les stars et qui m'a contacté de là, on a parlé, et il m'a dit je vais te trouver des castings. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, il cherchait un nouveau personnage pour Léo Mattei. Et Jean-Luc Reichmann, je l'avais déjà rencontré, et il m'a dit j'aimerais bien que ce soit toi qui incarne ce rôle, mais on va faire d'abord un casting comme tout le monde. Parfait. J'avais fait le casting, et puis finalement, à partir de là, j'ai été pris, et quelques semaines après, je me suis retrouvé sur le tournage. Voilà. Alors que les séries, vous les regardiez en zappant. Bah oui, toujours. Alors Léo Mattei, je l'avais regardé. J'avais pas tout regardé, mais j'avais regardé déjà un peu auparavant. Et en fait, de se retrouver là, c'était quand même, ça faisait bizarre. Surtout que vous avez pris des cours de danse, mais jamais de cours au conservatoire ou d'acteur. Non, j'avais pas. Non, dans le conservatoire, tout ça, non. Mais par contre, dès que je suis arrivé à Paris, direct, pendant Danse avec les stars, je prenais des cours. J'avais pris des cours de comédie avec des coachs et j'avais intégré une semaine de formation avec les studios Pygmalion, qui s'appellent. Ouais. Studio Pygmalion. Et c'était génial. Et ça m'a donné encore plus envie de continuer. Parce que justement, vous rêviez aussi d'être acteur. Ah ouais. Mais avant la danse. Oui. Avant la danse. En plus, Jean-Luc Reichmann, on connaît comme animateur, mais dans cette série, d'ailleurs, il a une moto. On sait qu'il y a eu un très grave accident de moto. On se demande si c'est lui qui monte sur cette moto. Et ben c'est lui. C'est lui. C'est toujours. Lui. Ouais, il n'est pas question de renoncer à sa passion. Et d'ailleurs, les animateurs qui font des rôles de comédiens, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire. Bah ouais, il y a qui? Le premier, ça a été Léon Zitrone. D'accord. Quand il a joué dans un film avec les Charlots. D'accord. Dans un film comique dans les années 70. Okay. Et après, peu d'animateurs s'y sont mis parce que c'est dur d'être en même temps animateur. Ah bah oui, et puis c'est du travail animateur. Oui. Vous le savez, de toute façon. Exactement. Alors, il y a eu donc aussi, et il y a Stéphane Bern qui s'y est mis depuis. Ensuite, il y a eu un autre feuilleton dans lequel vous avez été. Il y a une pause en ce moment pour des questions d'emploi du temps. C'est celui-ci. Demain nous appartient. Là aussi, une autre aventure. Ah, c'était génial. Et comment c'est venu? Parce que c'est fou ce qui vous arrive. Alors ça a été encore... alors juste après Léo Mattei, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont contacté... Je crois que c'est parce qu'ils m'avaient vu dans Léo Mattei, et ils se sont dit, ah ouais, il est danseur, on le connaissait en tant que danseur, mais on savait pas qu'il jouait aussi. Ils appellent mon agent, ça allait très vite.
Ils appellent mon agent. Mon agent m'appelle. Le lendemain, je suis en casting. Le surlendemain, je suis à 7, je tourne. Ça s'est passé en l'espace de 3 jours, quoi. Ça allait très très vite. Puis on me dit, voilà, tu vas incarner tel personnage. Adrien. Adrien, c'est ça. Et puis voilà, et puis j'ai rencontré tout le monde là-bas. J'avais peur au début parce que c'est une équipe qui est rodée maintenant. C'est quand même une grosse machine. Et puis c'est intense. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris parce que c'est comme la danse, toujours pareil. Le fait de danser, de s'entraîner, DNA, c'est une quotidienne. Donc ça tourne tout le temps et on tourne tout le temps. Et le fait de tourner, d'être avec des équipes, de savoir comment ça marche, de travailler son rôle et de retourner et de refaire, eh ben, ça te fait travailler et ça te fait comprendre le métier d'acteur. Oui, parce qu'il faut apprendre son rôle pratiquement pour tourner. Un film, on tourne 3 minutes par jour, là on tourne 20 minutes. Ah ouais, là ça va vite. Comment là, on fait pour apprendre le rôle Eh ben, on se prépare le plus en amont possible. On nous donne nos textes parfois peu de temps avant. Il faut prendre du temps pour répéter, pour essayer de voir. Ce qu'on faisait souvent, c'est que quand on arrivait à 7, on essayait de se retrouver, les comédiens qui allaient jouer ensemble le lendemain, pour essayer de se faire ce qu'on appelle une italienne, de pouvoir discuter ensemble et de pouvoir faire le texte, le faire dérouler. Puis après, c'est go. Il faut être bon direct. Et il y a un point commun, je ne sais pas si vous le savez, Anthony Colette, entre Sète et Avignon. C'est-à-dire que Jean Villard vient de Sète et il a créé le Festival d'Avignon. Et au départ, les emblèmes du Festival d'Avignon, c'est ceux de ce qu'on trouve sur les barques de Sète. Je savais pas. Eh oui. Vous me prenez plein de trucs aujourd'hui. C'est ouf, je savais pas du tout ça. Mais oui, c'est le point commun. Jean Villard vient de Sète, il est né à Sète comme Brassens. Brassens, je savais. Je savais. Mais Jean Villard, je savais pas. Alors, ces feuilletons, justement, qui n'en finissent pas, car il y a toujours des rebondissements, ça vient de la radio, où à l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Hugo Dehaene, qui écrivait tous les feuilletons radiophoniques, mais 3 épisodes par jour, sauf que de temps en temps, il partait en Euvaine, c'est-à-dire qu'il disparaissait dans les bars de Pigalle pendant 8 jours, à boire, à voir des femmes à tarifer, et il fallait le retrouver pour qu'il écrive la suite. Donc, il était bourré comme un petit lu, et il fallait lui donner des tonnes de café pour que le feuilleton puisse continuer. Alors ça, mais je savais pas, mais c'est incroyable cette anecdote. Il s'appelait Saint-Julien à la radio, Hugo Dehaene, et il écrivait 4-5 feuilletons en même temps. Alors ça, mais je vais aller me renseigner, c'est intéressant, j'aime bien ce genre d'histoire, j'adore ça. Il y en a beaucoup. Alors, ça veut dire aussi que ce tournage, il faut de temps en temps partir pour faire le reste. Ben oui, par exemple pour Danser avec les stars, là, à la base, je devais faire les deux. Je devais faire Demain nous appartient et Danser avec les stars, et j'ai préféré parce que je connais Danser avec les stars, je sais le rythme que c'est. D'ailleurs, je sors de l'entraînement, je suis voilà, et je pouvais pas faire les deux. C'est un rythme trop chaud. Donc on a trouvé une astuce pour que vous disparaissiez provisoirement. Exactement. Alors, Danse avec les stars, au départ, j'en reviens là-dessus, Anthony Colette, c'était pour une saison, vous n'imaginiez pas que vous allez... Comment ? Moi, j'imaginais rien du tout. En fait, ce que j'imaginais, c'est que surtout, j'allais me retrouver avec les gens que je regardais à la télé, avec Fovoto, avec Maxime de Remez, Christophe Licata, qui j'admirais. Je me suis retrouvé avec eux sur le parquet. Et en fait, j'espérais évidemment que ça continue, mais je savais pas. C'était ma première saison. Et on en a vu des danseurs qui venaient, qui faisaient une saison, et puis après, on les voyait plus. Et par chance, je sais pas, ça a marché pour moi. Et puis par chance ou parce que vous avez plus travaillé que les autres ? Ouais, je sais pas. Alors là, j'aime pas le mot chance de toute façon. Quand je dis par chance, c'est que je pense que j'ai bien adhéré au programme de l'émission. Les gens m'ont accepté. Et puis, je pense que ma personnalité, parce que je suis vraiment moi-même, plus ou moins, on va dire, les gens appréciés, la production appréciée. Avec mes partenaires, ça a toujours bien fonctionné. Donc je pense que c'était bokeh pour eux, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il a fallu vous mettre tout de suite dans la peau, Anthony Colette, dans la peau d'un professeur partenaire. Direct. Comment on fait ? Ça, j'avais jamais fait, par contre. Comment on fait ? Comment on fait ? C'est-à-dire que moi, c'est soit je dansais avec ma partenaire, j'avais un coach, soit je donnais des cours, mais je dansais pas avec cette partenaire-là. Et là, il fallait que je sois le coach et à la fois le partenaire. Et c'est difficile parce que de danser avec et de ne pas avoir un point de vue extérieur, ok, il y a les vidéos, mais c'est quand même pas pareil. Il fallait, comme sur DNA, que je m'adapte vite. Oui, et puis que votre partenaire s'adapte, parce qu'au départ, c'est pas des danseurs professionnels. Non, c'est ça, j'avais très peur, moi. Comment on fait ? On les met à l'aise direct. Moi, première chose, c'est de voir si le contact physique, déjà, ça passe. Parce qu'il y a plein de partenaires qui sont un peu réticentes au fait d'avoir un contact trop proche avec son danseur, ce que je peux comprendre quand on n'a pas l'habitude. Donc déjà, ça, de mettre à l'aise à ce niveau-là, de se dire que c'est que de la danse, que c'est comme... En plus, la chance que j'avais, c'est que j'étais avec des comédiennes au début à chaque fois. Enfin, avec ma première, c'était une comédienne, Joy Esther. Oui. Voilà. Ça a été une saison formidable. Et le fait qu'elle soit comédienne, merci, elle comprenait tout ce qui était interprétation, rapprochement physique, parce que je lui disais, c'est de la danse. C'est de la danse et ça reste de la danse. Et à partir de là, on a tout de suite été à l'aise. Oui, mais il y a la tension du direct, il y a le... Ah oui, et ça aussi. Oh là là, ça. ça, c'était dur. C'était stressant. Je me rappellerai toute ma vie, de toute façon, où j'entends...
C'était une rumba. Sur une rumba, Joy Esther et son partenaire Anthony Colette. Et là, je devais descendre les marches. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Je descends les marches. Je tire un peu sur mon t-shirt parce qu'on m'avait dit place-le avant et j'avais oublié de le placer. Et je le tire pendant que je descends. Et à ce moment-là, mes réseaux sociaux, dès que j'ai repris mon portable après, ils avaient fait comme ça. Ils étaient montés. J'avais pris, je sais plus moi, 30 000, 20 000 followers. Je m'en rappelle plus. Et je me rappelle que là, je me suis dit, il y a un changement. Il y a un truc. Pas forcément pour les réseaux sociaux, mais de se dire je passe à la télé, mes parents me voient à la télé et tout, c'était comme une réussite quoi, c'était génial. Alors il y a eu la rumba et puis il y a eu aussi une samba avec Joy Esther. Sur une samba, Joy Esther et son partenaire Anthony Colette. Ah ouais. Là aussi c'était ouf. Trop bien. Et il y a la tension de semaine après semaine parce que la samba c'est pas évident non plus. C'est la plus difficile. C'est la plus difficile des danses, la samba. Vous savez que la samba est arrivée en France juste après la guerre. Okay. Ray Ventura et son orchestre, qui était le premier orchestre de jazz français, parce qu'ils sont juifs en Amérique du Sud. Et Paul Misraki, qui était leur compositeur, eh bien, il entend une mélodie, la samba, et il va en faire la première samba en France. C'était Maria de Bahia. Aïe 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 Maria, Maria de Bahia, elle avait le c'est teint comme du satin, la belle Maria. Ça date de 1946 et c'est la première chanson. Ça me passionne, ça. Voilà. Vraiment, vous m'apprenez des trucs là, je trouve ça génial. Voilà. Vraiment. Alors, ça veut dire que toutes ces danses, il faut en connaître aussi l'histoire, le passé, le présent. Eh ben, il faut en connaître l'histoire, mais après. Par exemple, comme je vous disais, le tango et le tango argentin, c'est pas pareil. En fait, par exemple, pour le tango argentin, c'est vraiment la danse, c'est danser entre hommes déjà, à la base, le tango argentin. Ça vient donc de là-bas, d'Argentine. Et en fait, les Européens, comme pour la valse, comme pour tout, ils se sont dit, oh, on aime bien cette danse chez les Argentins. On va leur piquer et on va la codifier à notre manière pour les salons, pour les bals. Et c'est là que le tango argentin est devenu le tango, ou que la valse est devenue la valse comme on la connaît. Et à chaque fois, il y a une histoire officielle et une histoire officieuse sur chaque danse. C'est pour ça que ce que vous me dites là, je ne savais pas du tout et c'est incroyable. Parce que nous, la samba qu'on danse, c'est pas exactement la samba comme on l'imagine brésilienne. C'est autre chose. Ouais. Alors, il y a aussi l'élimination et continuer la semaine suivante. Ça aussi, c'est une tension incroyable. Comment on fait pour tenir le choc? Ouais, mais c'est bien. Moi, j'aime bien. Parce que, en fait, on se dit, on ne sait pas si on sera là la semaine d'après. Par exemple, là, je suis en train de vous parler. J'ai un prime vendredi. Mais je ne sais pas si la semaine d'après, je serai encore sur la compétition. Et d'un côté, c'est excitant. C'est excitant parce que tu es obligé de tout donner en une semaine et c'est très éprouvant. Et te dire, ça va se jouer sur 2 minutes, en fait, de savoir si tu continues ou pas l'aventure. Et c'est ouf et c'est excitant. Ça fait peur, mais c'est génial. Oui, mais il y a aussi la rage de ne pas gagner. Ouais. Alors, moi, en fait, si je gagne dans Avec les Stars, je suis très heureux. Hein. Je suis vraiment très heureux. Mais si je gagne pas, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je gagne tellement à faire cette émission déjà. Et par les rencontres, les opportunités que ça me crée, que pour moi, la victoire est là. Le trophée, c'est une fierté personnelle de te dire je suis allé jusqu'au bout et j'ai gagné. Mais en fait, tu dépends aussi tellement de ta personnalité, la personnalité avec qui tu vas tomber pour l'émission. Il suffit que tu tombes avec quelqu'un qui est vachement à l'aise avec la danse, tu vas aller loin. Il suffit que tu tombes avec quelqu'un qui est vraiment empoté, tu vas aller moins loin. Voilà, donc ça dépend quand même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et vous la choisissez, votre partenaire, ou c'est On choisit rien, c'est la production. Moi, j'arrive et on me dit tu vas danser avec telle personne. Allez, c'est parti. C'est parti. Mais c'est intéressant, mais en même temps, c'est un risque. C'est un risque, il y a de la frustration parfois, mais ça reste une aventure humaine quand même. Moi, je le vois pas comme une vraie compétition de danse Avec les Stars. Je le vois comme une aventure à vivre, à rencontrer des gens, et puis après, la vie continue, quoi, c'est tout. Et la vie, elle continue avec une autre date, le 20 août 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Anthony Colette. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Anthony Colette. Donc on a parlé de Danse avec les stars, de vos débuts de comédien. Et le 20 août 2021 est sorti votre premier album. Et l'une de ses chansons, c'est Bella, Bella. Bella, Bella, ça y est, je suis tombé love de toi. On va s'ambiancer tout l'été à Coachella, Cella. Pose vite ton verre de limoncello, cello. Viens avec moi pour que je te ramène à l'hôtel, Otello. Encore une autre aventure. Et quelle aventure! Comment c'est né ça? Comment c'est né? Eh bien, encore une fois, c'était un moment donné dans ma vie. Et ça s'est passé pendant le confinement, le tout premier confinement. Je me suis retrouvé à déprimer chez moi, tout seul, dans mon appartement, avec un ami qui est venu, on va dire, en colocation pendant ce confinement. Et en fait, je lui ai dit, mais j'avais plus rien, j'avais plus de projet parce que tout s'était annulé, il y avait plus rien. Donc j'ai commencé à faire de la musique. J'en faisais déjà un peu, mais vraiment pour le plaisir. Je pensais pas interpréter un jour. Vous faisiez de la musique comme ça, sans avoir comme appris. ça, avec mes amis, parce que j'ai vraiment mes meilleurs amis sont tous des musiciens. Donc je me suis dit, je vais en faire. J'ai commencé à comprendre, à programmer, à faire mes trucs et tout.
Et comme par hasard, parce que le hasard n'existe pas, c'est comme ça, c'est les choses de la vie, je sors du confinement, qui m'appelle? Jean-Luc Azoulay et Elsa Esnou m'appellent pour me dire Anthony, on sait que tu sais chanter, on t'a déjà entendu et tout. Ça te plairait pas d'essayer de te mettre là-dedans? Et moi, j'étais surpris qu'on m'appelle pour ça parce que je m'y attendais pas du tout. Ça restait du plaisir. Et au début, j'étais un peu réticent. Puis, il a réussi à me convaincre, de me dire essaye quand même, essaye. Parce qu'il se trouve que Elsa Esnou, vous la connaissiez grâce à... C'est pour ça que je vous dis que c'est une victoire pour moi déjà dans Danser avec les stars, parce que je rencontre des gens qui vont m'enrichir, et j'espère les enrichir aussi, mais ils m'enrichissent énormément. Et Elsa Esnou, on a fait notre compétition, la vie a continué, et elle m'a rappelé après, on a gardé contact évidemment, et avec Jean-Luc Azoulay que j'avais rencontré aussi, et que je trouvais génial, parce qu'il est super sympa avec moi et tout, trop cool. Et donc je vais faire du studio avec eux, et avec d'autres gars, et à partir de là, voilà, j'ai commencé à kiffer, je me suis dit, ok, on va le faire. Voilà. Alors, il y a eu une chanson, mais il fallait les écrire et les composer, ces chansons. Comment ça s'est passé? Tout simplement, en fait, au début, on commençait à me parler en me disant, et ça, j'aimais pas trop, il y a quelqu'un qui peut te faire les chansons, les musiques, il y a quelqu'un qui peut t'écrire les paroles, et il y a quelqu'un qui peut te montrer comment on les chante, on te passe le micro et tu le fais. Mais j'ai dit non. C'est mort d'avance, je veux pas du tout, j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai dit, si on fait de la musique, si on fait un album, si on fait un single, moi, je veux être à la création depuis le début. Je veux faire la musique, je veux écrire. Je dis pas que ça va être génial, mais je veux le faire. Je veux faire partie de toutes les étapes. Et c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas une chanson dans l'album auquel je n'ai pas participé du début jusqu'à la fin. Je crois qu'Elsa Esnou a travaillé avec vous. Exactement. Et je me suis fait aider par Elsa Esnou et Pierre Arrosé et l'arrangeur John Maccabi aussi. Voilà. Et Jean-Luc Azoulay. Et Jean-Luc Azoulay, évidemment, qui chapeaute le tout. Voilà. Parce qu'en général, Jean-Luc Azoulay, il se met devant une feuille, il prend un stylo, il écrit une chanson directement. Exactement. Et là, je lui ai dit, je veux le faire moi. Et il m'a dit, je te fais confiance. Et juste, il me disait s'il était OK ou pas pour qu'on fasse ça. Et puis il a été OK. Voilà. Alors, les musiques, c'est un peu les Caraïbes. Sur cette chanson. Ouais, et avec un clip qu'on a vu pendant l'été. Exactement, on s'est dit qu'il fallait le tourner, on l'a tourné vers Saint-Tropez, à Matuel, tout ça, c'était génial, une super journée avec une super équipe de danseurs que j'embrasse. Et puis voilà, et puis alors ce qui est marrant, c'est que cette chanson, Bella Bella, je voulais pas la sortir au début, parce que en fait, je l'avais fait en rigolant, entre guillemets. C'est-à-dire que je voulais faire un son d'été, mais pour le plaisir comme ça. Et j'étais avec mon pote, on commençait à faire la musique et tout. Puis Jean-Luc Azoulay passe à ce moment-là dans le studio, il me dit « Mais tu as fait... C'est toi qui viens de faire ça ?» Je dis « Ouais, mais c'était comme ça, on a fait ça en rigolant. » Il me dit « Tu la termines et je l'envoie à TF1. » Je dis « Qu'est-ce qu'il raconte ?» Je la termine, il l'envoie vraiment à TF1. TF1 rappelle 1 heure après, ils me disent « On veut le produire. » Et voilà, et la chanson, j'ai dit, bon, ok, c'est parti. Ouais, il n'a pas toujours eu ce nez-là. Moi, je me souviens un jour d'une chanson sur un album de Dorothée dont il ne voulait absolument pas. Ouais. Et Dorothée a insisté, et quelques autres aussi, c'était Ou la menteuse. C'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai. C'était la dernière chanson de l'album. Mais c'est exceptionnel, parce qu'en plus, on en a parlé, je venais parler avec lui la dernière fois, il me dit, oui, la menteuse, on l'avait écrit, mais bon, machin. Il m'a pas dit ça, je vais lui dire. Vous pourrez lui répéter. Il m'a pas dit. Je suis témoin, je vais vous assurer que c'est vrai. Alors, ça veut dire aussi qu'après, donc, il a fallu faire 12 chansons, et la deuxième, c'est Effacé. Je l'avais effacé, je l'avais oublié. Dur à supporter tout ça, je me suis discrédité. Mais pourtant, elle est là, dans ma tête, elle est encore là. Voilà, bien sûr, on ne peut que danser sur ces chansons. C'est gentil. Non mais c'est vrai, c'est aussi le but. Bien sûr, c'est le but. En fait, j'ai appelé l'album Elle. Je l'ai appelé Elle au pluriel. Parce que, en fait, je me suis dit, quand j'ai créé mes chansons, je me suis rendu compte que la première source d'inspiration, et je pense que c'est pour beaucoup, c'était les histoires d'amour, ou alors, en tout cas, le sexe opposé, pour moi, c'était la femme, parce que, voilà. Et en fait, ça m'inspirait toutes les chansons, il y a, quoi qu'il arrive, un personnage féminin dedans. Et du coup, je me suis dit, tout simple, je cherchais au titre, j'ai dit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme titre et tout. Et en fait, je me dis, tout simplement, je vais l'appeler Elle au pluriel. Voilà. Mais les femmes, ça vous a valu aussi les journaux People, dans cette histoire d'amour avec Miss France, Miss Univers. Là aussi, mais c'est dur à vivre aussi, ce genre de choses. Ça, c'est chiant, ça. Ça m'a saoulé. Ça, c'est pas du tout ce que j'aime. Tout ce qui est magazine People et tout, c'était marrant au début. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est nul. Enfin, ça me plaît pas du tout. C'est pas un truc où je me dis, oh, t'as vu, on a parlé de moi sur machin. En fait, ça m'intéresse pas. Moi, je veux faire des choses qui me plaisent et qu'on parle de ça, mais pas pour ma vie privée, qu'on mette dans des magazines. Tout ça, ça m'intéresse pas. C'est pas un truc qui me fait kiffer. D'autant plus qu'on raconte dans les journaux quelque chose qui vous surprend, vous ne l'avez pas vécu.
Je sais plus c'était quoi. Pardon, mais tout le temps. Ouais, bah oui, bien tout sûr. Tout est inventé. Ah oui, complètement. La plupart des choses étaient inventées. C'est juste pour faire pour faire parler, tout simplement. Voilà. Et ça me plaisait pas, ouais. Et vous avez réussi à échapper à ça? C'est pas évident. Tout ça. Comment j'ai fait pour échapper à ça? Bon, déjà, notre histoire est terminée, voilà, Ouais. tout Ça va bien. aide, oui. Voilà, donc déjà, ça aide. Et puis, même quand c'était terminé, on revenait me voir pour parler de ça. Et au début, moi, je suis trop gentil. Au début, j'étais gentil, je répondais aux questions. Et je me suis rendu compte qu'en répondant aux questions, les gens continuaient. Donc, j'ai arrêté. Je me suis dit, je vais passer à autre chose. Voilà. Et je pense que c'est mieux pour elle, sa vie personnelle et ma vie à moi, tout simplement. Exactement. Alors, il y a aussi cet album, effectivement, qui a demandé 1 an de travail, quand même. Ouais, quasiment, non, ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi? Parce que j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps parce que déjà, je savais pas trop ce que j'allais faire. Est-ce que je fais juste une chanson? Est-ce que je me fais un album vraiment? Est-ce que je sors que quelques chansons? Je savais pas où j'allais. Je voulais juste faire de la musique. Et à partir d'un moment, je me suis dit, bon, j'ai assez de chansons pour même carrément faire un album avec je sais plus combien de chansons. 12 chansons. Et je me suis dit, on va mettre mes 12 préférées. Non, c'est pas toutes mes préférées. Il fallait choisir, on était plusieurs. Mais il y a mes préférés, ils sont. Et puis voilà, ça. Du coup, j'ai pris mon temps. C'est surtout ça. Et l'enregistrement, lui, a été beaucoup plus rapide. Ah ouais. Il y a quasiment, sur l'album, donc vous me dites, il y a 12 chansons. Sur les 12, il doit y en avoir au moins 6 que j'ai fait en une journée. Quasiment. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui, parce que dans le temps, on faisait le grand orchestre et le chanteur. Ouais. Maintenant, c'est 3 mois de studio pour faire un album. Ouais, ça va très vite. C'est-à-dire que maintenant, tout est sur ordinateur. Et on est là, sur ordinateur, on programme. Et on peut faire, en 1 heure, tu peux faire une production musicale qui est terminée, quoi. Voilà. Complètement terminée. Il suffit juste de poser son texte derrière et c'est fini, quoi. Oui, et Azoulay est très fort là-dedans. Ah ouais, ça va vite. Hein. Lui, il a pas le temps. Et ça... Alors, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins. Mais c'est vrai qu'il a une force de travail, mais c'est incroyable, c'est colossal, il ne s'arrête jamais à l'âge qu'il a en plus. Oui. Travail. Et il a raison. Il dit qu'il aura toujours 38 ans, que le compteur s'est arrêté à cet âge-là. Il m'a déjà dit ça. Ouais. Et qu'il faut dire ça pour sa vie sexuelle. Ouais. C'est exactement ça. Alors... c'est un génie, il fait trop rire. Alors, il se trouve que cet album a pris donc un certain temps, mais ça ne vous a pas empêché d'ajouter à votre emploi du temps, Anthony Colette, les mystères de l'amour. Ouais, j'ai fait une apparition. Jean-Luc m'a demandé de faire une apparition dedans. Je joue mon propre rôle. Je joue Anthony Colette. Et c'était pour entre autres faire aussi la promotion de l'album et tout, puisqu'on l'a travaillé ensemble avec Elsa et tout. Et j'en suis très fier. Et quand il m'a proposé les mystères, alors moi j'ai accepté. Et je savais qu'autour de moi il y en avait qui m'ont dit les mystères de l'amour, parce qu'il y a pas mal de clichés autour des mystères de l'amour, ce que je peux comprendre. Mais moi je m'en fous. J'en ai rien à faire parce que moi j'aime les gens qui travaillent là-dedans. Ils sont gentils avec moi. Ils sont tous gentils, ils m'ont tous fait confiance et ils croient en moi depuis le début. Donc moi j'ai accepté naturellement, c'était normal d'accepter et ça a été cool à faire. J'ai kiffé. Exactement. Et j'espère que le public kiffera avec cette chanson de l'album qui s'appelle Touché. Touché, oh toi tu m'as touché. Je ne vais plus m'en cacher, je ne vais plus te lâcher. Touché, oh toi tu m'as touché. J'ai failli te fâcher et tout gâcher. Je freine quand nos chemins se divisent. Touché, alors pourquoi cette chanson? Alors, pour les chansons, par exemple celle-ci, je me rappelle quand je l'ai fait, on fait la musique, et en fait je cherchais d'abord j'essayais de trouver ce qu'on appelle une top line, c'est-à-dire une mélodie chantée, et en fait je vais vous faire n'importe quoi là, hein. J'étais là, la musique passe et je faisais et de là je disais toucher, ça voulait rien dire et je me suis dit je vais dire toucher, et à partir de ce mot j'ai inventé une histoire, voilà tout simplement. Et toucher, c'est aussi lié à quelque chose que vous évoquez dans une chanson, vodka. T'es ma vodka dans le corps, vodka, je suis mort, vodka dans le corps, vodka, je suis mort. Alors là aussi, c'est étonnant parce que c'est une chanson, mais c'est aussi quelque chose que vous avez lancé, une vodka qui s'appelle Touché. Ouais, une vodka qui s'appelle Touché. J'ai lancé quand ça? C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Et bon, malheureusement, le Covid, ça m'a pas aidé. Non. Ça m'a même pas aidé du tout. Et en fait, quand je l'ai lancé, c'était quasiment à la même période. Et je vous avoue que depuis, c'est assez au ralenti. Et puis moi, j'étais tellement dans d'autres projets vraiment concrets que celui-ci, on l'a mis un peu en stand-by en attendant. Je crois, on peut encore prendre des bouteilles et tout, mais je m'y suis pas attardé plus depuis.
Mais en général, les stars font de l'huile d'olive ou du vin, Ouais. mais la vodka, c'est plutôt rare. Pourquoi? Parce que en fait, j'avais rencontré des mecs qui se sont associés et qui voulaient lancer une marque de vodka. Et moi, j'ai voulu lancer une marque aussi d'alcool, mais je ne savais pas encore. Mais c'était une idée encore, hein, c'était juste une idée. Et ces mecs, comme par hasard, parce que le hasard n'existe pas, je le répète, je les rencontre. Et ils me disent on va faire ça. Et à ce moment-là, moi, je voulais faire ça aussi. Eh ben, venez, on unit nos forces. Et on a voulu commencer. Donc, on a créé cette bouteille. On a cherché ce qu'on voulait faire. Et c'était super. C'était une super aventure. Covid, bam, terminé. Mais l'alcool pour un sportif comme vous, c'est pas recommandé, Anthony Non, Colette. c'est pas recommandé. Mais avant d'être un sportif, je suis Anthony Colette, un être humain qui aime, comme tout le monde, de temps en temps, retrouver ses amis, boire un coup et parler de la vie, philosopher et se dire et si il se passait ça. Et un jour, un comédien, Georges Écrière, qui a été célèbre par Arsène Lupin, m'a dit qu'après une bonne cuite le soir dans une discothèque, il faut boire la vodka au petit déjeuner pour se remettre d'aplomb. Mais j'ai déjà entendu ça. Oui. C'est marrant. J'ai jamais essayé, mais je prends le conseil. Et moi, je prends le conseil d'écouter une autre chanson, Full. Pourquoi toutes ces promesses? Ouais, pour toi j'encaisse tout en finesse. C'est juste pour ce soir, après je te laisse. Pour que tu saches, je veux pas rester sage. Je vois que toi dans la salle, au milieu de la foule. Full. Ouais. Bon, rien à voir avec la foule chantée par Piaf, Non. portée par la foule. Mais pourquoi cette chanson? Pourquoi cette chanson? J'avais l'image, quand on a fait cet instru, j'avais l'image d'un mec qui, en fait, parce que pendant une période, quand je suis arrivé à Paris, c'est vrai que je suis pas mal sorti. Et je me suis inspiré de ça, tout simplement, où quand j'arrivais, qu'il y a la foule dans une boîte de nuit, par exemple, et il y a, à l'époque, parce que maintenant je pense plus comme ça, mais à l'époque, en tout cas, je voyais une fille, imaginons, et elle me voyait, et c'est vrai que des fois, on n'ose pas. Moi, je suis très timide, en vrai, les gens pensent pas, mais moi, je vais rarement vers quelqu'un. Et en fait, je me dis, si j'étais allé la voir, et en fait, il y a toute cette histoire de foule, et je me suis inspiré de ça au milieu de la foule, je te vois, tu me vois, qu'est-ce qui aurait pu se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer entre nous, voilà. Et qu'est-ce qui pourra se passer dans l'avenir? Parce que entre Danse avec les stars, les rôles au cinéma, le disque, tout ce que vous faites, comment vous tenez le choc et comment vous voyez l'avenir maintenant, Anthony Colette? Alors, comme je l'ai toujours fait, j'essaie de ne pas la voir trop loin. C'est-à-dire que j'essaye pas de voir dans 10 ans, 20 ans. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse, mais j'ai du mal à réfléchir comme ça. J'essaye de voir peut-être dans quelques mois, ou peut-être dans un an, où est-ce que je vais être. Et en fait, la vie, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, là, j'en suis là. Il y a 2 ans, on m'aurait dit que si j'étais là actuellement, je n'y aurais pas cru du tout. Et je me dis peut-être que dans 2 ans, je serai astronaute, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais je veux dire par là que je suis ouvert à beaucoup, beaucoup d'opportunités. J'espère, moi, ce que j'aimerais, c'est continuer dans la musique, là, à fond, parce que ça me plaît. Mais vous imaginez même pas à quel point, vraiment. Et j'espère que je vais pouvoir continuer là-dedans. Et la comédie, évidemment. La danse, danser avec les stars, mais c'est vrai qu'à part danser avec les stars, je danse plus beaucoup. Ouais, écoutez, vous dansez déjà beaucoup dans ça. Exactement. Et vous chantez de plus en plus, c'est tout le mal que je vous souhaite. C'est très gentil. Avec cet album Bella Bella. Merci de votre énergie, merci de votre enthousiasme. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.